Salut Pascal, salut Bruno. Salut. Salut. Nous avons reçu un courrier il y a peu de temps à la maison sur la nouvelle classification. Je suis actuellement jeune TB sur Amiens, au TER, encore au banal. J'ai entendu parler également de la suppression du dictionnaire des filières et forcément la fin des parcours professionnels. Par contre, j'ai du coup quelques interrogations sur les perspectives d'avenir à la SNCF. On entend pas mal de choses en ce moment sur le nouveau système de classification. Et on ne sait pas trop où on va aller, ça paraît un peu lointain. Moi pour ma part, je suis rentré en 95 comme TA. J'ai fait mon examen TB juste après. J'ai suivi le déroulement de carrière, en fait, les roulements qu'il y avait sur ma région, qui m'a permis de faire du fret, du roulement mixte, fret et TER. Et aujourd'hui, suite au déroulement de carrière, j'ai accédé au TGV. Et Pascal, c'est vrai qu'il y a pas mal de conducteurs aujourd'hui, surtout les jeunes conducteurs, qui se posent des questions sur les roulements de carrière et où on va aller. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, effectivement, tu mentionnais le courrier que nous avons tous reçu. La fin du dictionnaire des filières, c'est un choix de l'entreprise. C'est-à-dire, l'accord de branche que nous avons signé l'an dernier n'imposait pas la fin du dictionnaire des filières. On aurait pu tout à fait le maintenir. Alors, il fallait un petit peu lui redonner un second souffle. Il y avait des filières aujourd'hui qui n'existaient plus, des parcours métiers qui n'existaient plus. Pour autant, on aurait pu le conserver. Nous, on a été pragmatiques. On a essayé de conserver dans le dictionnaire des filières, ce qui à notre sens avait de la valeur, les examens statutaires par exemple, les délais de séjour pour que les gens puissent continuer comme on a eu à dérouler sur les niveaux TB1, TB2, TB2, TB3 par exemple. Et on a essayé aussi de conserver les spécificités des filières, nous par exemple, la prise en compte du temps TA pour les contingentements TB3 par exemple. En parallèle de la transposition, on a une grande négociation qui s'ouvre cette année sur un accord qui va être relatif à la gestion de l'emploi et des parcours professionnels. Et là, très clairement, on aura des revendications concrètes à porter pour les conducteurs pour effectivement préserver les parcours professionnels. Alors, j'ai des questions, elles sont légitimes. On voit qu'aujourd'hui, comme tu disais, nous on a connu effectivement des roulements mixtes. Aujourd'hui, on est rentré dans l'ultra-spécialisation. Voilà. On voit aussi les limites avec la structure de l'entreprise en plusieurs sociétés. On peut s'interroger demain par exemple, est-ce que des gens qui sont aujourd'hui au fret pourront venir aux voyageurs comme nous par exemple on a pu le faire? Ça c'est des questions qui sont réelles et auxquelles il va falloir aussi redonner des réponses parce que les parcours professionnels, même si comme tu dis on ne s'y projette pas tout de suite en début de carrière, c'est quand même quelque chose qui donne de la perspective, donc qui fidélise les gens et qui leur donne envie de rester à la SNCF. Et c'est comme ça que l'entreprise devrait le voir, mais elle le voit souvent par le prisme de la complexité et aussi du coût financier. Voilà. C'est-à-dire elle se dit, prendre un conducteur de fret à voyageurs, il faut que je le reforme. Voilà. Former un TA TB, c'est plus long que de faire un TB direct. Ça, c'est typiquement le raisonnement de l'entreprise. Et ça a un effet nuisible sur les parcours professionnels, mais on aura, à travers effectivement notamment cette négociation qui s'ouvre, beaucoup de propositions à porter pour les conducteurs. Justement, en parlant de ça, tu parles de négociation. Moi, dans mon cas, ma région, elle va ouvrir entièrement la convention TER à la concurrence. Mais de ce que tu me racontes toi, c'est pour ceux qui resteront uniquement SNCF. Moi, je sais que je vais partir soit à la concurrence, soit dans une filiale. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que moi je vais avoir derrière Alors, tu as complètement raison. Là, on ouvre des négociations effectivement qui sont au niveau du groupe. Et à côté de ça, il va falloir aussi poser des dispositifs au sein de la branche et au sein de la SNCF. Alors, par contre, ça ne sera pas la même chose. Parce que là, tu cites deux cas de figure. Soit tu seras transféré dans une autre entreprise, soit au sein d'une filiale de la SNCF. Dans le cas de figure où tu es transféré dans une autre entreprise, en 2018, lors du conflit, au moment des débats parlementaires sur le nouveau pacte ferroviaire, nous avons obtenu l'engagement de l'État que les agents qui seront transférés dans des autres entreprises de la branche, ils pourront revenir à la SNCF dans le cadre des parcours professionnels, par exemple pour accéder au TGV. Ça, c'est un engagement de l'État qu'il va falloir matérialiser dans un accord que nous négocierons l'an prochain sur la sécurisation de l'emploi des parcours professionnels au sein de la branche. Et ça concernera pour les gens qui iront chez des concurrents de la SNCF. Dans le cas des filiales, nous sommes en ce moment en train de négocier un accord sur les filiales. Alors pour l'instant, les négociations sont suspendues, elles reprendront à l'automne. Et dans cet accord, nous sommes parvenus à intégrer un chapitre en lien avec les parcours professionnels et la mobilité qui prévoit, notamment pour les conducteurs, que les gens continueront de bénéficier de leur parcours professionnel. Je te donne un exemple, par exemple quelqu'un qui est TA, qui serait transféré dans une filiale, il pourra revenir dans le cadre d'un parcours Pro-TA VRTB au sein de la SNCF. Quelqu'un, par exemple, de ta région qui serait transféré demain dans une filiale de la SNCF, c'est elle qui remporte le marché, quand ça sera son tour dans le listing, il pourra revenir au TGV dans le cadre du parcours professionnel. Mais où tu as complètement raison, c'est qu'il y a des négociations
effectivement qu'on ouvre en ce moment. Et il ne faut pas oublier les gens qui vont être transférés. Et ça, c'est une réalité que nous avons quand même, je pense, bien pris en compte pour notre syndicat, je te rassure. Mais alors Pascal, les dictionnaires des filières, ça nous permettait de connaître comment on évoluait au sein de la filière traction. Aujourd'hui, avec la nouvelle classification, comment ça va se passer? Alors, la nouvelle classification, elle est basée sur, on avait avant des filières dans le dictionnaire de filières, aujourd'hui on a des familles professionnelles qui sont au nombre de 13. Dans les négociations de l'accord de branche, nous sommes parvenus à avoir une famille conduite à part entière. C'est-à-dire qu'on aura une famille professionnelle conduite qui reprend les métiers que nous connaissons aujourd'hui et qui va finalement offrir aux conducteurs les mêmes possibilités, par exemple pour pouvoir évoluer vers un emploi de GM ou de CTT. Ce qui va remplacer le dictionnaire des filières, c'est ce qu'on appelle le répertoire des emplois types. Et ce guide, en fait, va présenter des fiches pour chaque emploi type qui vont être construits sur la même manière. En gros, vous allez retrouver quelles sont les compétences qu'il faut pour tenir le poste, quelles sont les formations qui sont avec, quelles sont aussi les plages de progression qu'on a, c'est-à-dire quelles plages de déroulement de carrière je vais avoir. Et on va trouver aussi une partie qui s'appelle des aires de mobilité, alors qui est un peu technique. En fait, c'est quoi? C'est vers quel métier je peux évoluer. Ce qui est intéressant et ce qui est nouveau par rapport au dictionnaire des filières, c'est que on pourra évoluer, il y a des perspectives qui sont tracées en tout cas pour évoluer vers d'autres familles professionnelles. Par exemple, les métiers de la conduite pourront évoluer vers la circulation ferroviaire. Voilà. Donc après, il faudra voir avec le temps comment ce nouveau guide va un petit peu vivre, voilà, parce que forcément il est nouveau, et est-ce que ces parcours professionnels seront respectés? Ça sera aussi notre rôle de bien vigiler ça. Mais voilà en tout cas comment ça va fonctionner. Justement, Pascal, tu nous parlais de l'évolution pour devenir CTT ou GM. C'est vrai que le métier de l'attraction, c'est assez spécifique quand même. On ne peut pas évoluer vers n'importe quel métier. On voit également que à l'heure actuelle, nos carrières, elles s'allongent. Alors malgré la modernisation du matériel qui fait que c'est un petit peu moins physique, un petit peu moins contraignant peut-être, est-ce que dans une trentaine d'années, je serai encore capable de conduire comme là actuellement? Alors je pense que c'est un point, l'aménagement des carrières en fait, clairement c'est un point majeur. Ce que je vous expliquais, c'est les nouvelles aires de mobilité, voilà, comme elles s'appellent, elles vont définir des nouveaux parcours qui sont effectivement au sein de la famille conduite comme on a connu, effectivement GM, CTT, mais aussi vers d'autres familles professionnelles. C'est un peu une nouveauté. Après, ça, pour le coup, c'est un côté très théorique. C'est dans le temps où on verra comment ça vit. Voilà. Et ça sera à nous aussi de voir, d'ajuster, et on sera là pour vérifier que le dispositif tel qu'il est posé, il permet aux gens, parce que c'est ça la réalité, il permet aux gens de bénéficier d'opportunités d'évolution de carrière. Par contre, il va nous falloir des nouveaux outils, il nous faut des nouveaux dispositifs. On a un sujet, par exemple, c'est comment, lorsque je suis sur un emploi pénible, ou avec des horaires décalés comme à la conduite, je peux évoluer vers un autre métier, mais sans perte de rémunération. Ce qui est un vrai sujet aujourd'hui, parce que souvent, on voit que les pertes de rémunération qui en découlent, c'est un frein, très clairement. On va avoir aussi un sujet par rapport à ce que tu dis sur l'aménagement des fins de carrière. Voilà. Comment, effectivement, pour tenir compte de l'allongement des carrières, il y a des droits qui permettent d'avoir des fins de carrière peut-être plus douces. Et là, ça renvoie par exemple aux droits en matière de CPA. Aujourd'hui, par exemple, les conducteurs, ils ont des droits seulement avec 18 mois de CPA. D'autres agents, c'est 24 mois. Des choses aujourd'hui à construire. On a besoin aussi de nouveaux dispositifs pour prendre aussi en compte les compétences qu'on a acquises à la conduite. Voilà. Ça veut dire, par exemple, demain, quand je passe un examen de GM, que je puisse le faire via une validation des acquis et de l'expérience. On me coche déjà des croix en considérant que j'ai déjà des compétences qui correspondent au métier et qui me permettent plus facilement d'évoluer vers ces métiers-là. Voilà. C'est tous ces sujets-là, tous ces enjeux qui sont devant nous et qu'on aura aussi dans les négociations de l'accord sur la gestion de l'emploi des parcours professionnels qui débute cette année. Alors Pascal, au fur et à mesure des réformes sur les retraites, on a allongé le temps de travail, la durée du temps de travail. Et aujourd'hui, les inquiétudes qu'on a aussi en fin de carrière, c'est l'inaptitude. On se pose des questions sur la possibilité en cas d'inaptitude. Quelles sont les actions que la FJAC-CFDT envisage ou les revendications où on va? Alors l'inaptitude, tu as complètement raison Bruno, c'est effectivement aujourd'hui c'est un vrai sujet. Alors j'en profite, on est intervenu il n'y a pas longtemps là dans le cadre d'une DSI, vous avez peut-être vu justement sur les VRS parce qu'on avait des témoignages qui nous remontaient d'agents de conduite avec des conditions de prise en cueil, de prise en charge dans les centres d'accueil, des comportements de certains médecins qui étaient inacceptables. Donc effectivement, il y a des engagements qui ont été pris par la direction, notamment sur le fait de rappeler un petit peu quelles sont les obligations qui sont posées par l'arrêté d'aptitude pour que les médecins évitent un petit peu une espèce de chasse aux ailes. On a eu aussi des engagements d'une charte en gros qui définit les conditions d'accueil et ce qu'on attend pour que les conducteurs soient accueillis de manière correcte. Et une nouveauté aussi, c'est que dorénavant, pour qu'une inaptitude puisse être prononcée, elle devra se faire soit avec un avis croisé avec des médecins spécialistes ou avec plusieurs médecins d'aptitude. Bon, ce qui permettra à notre sens aussi de bien poser les diagnostics. Parallèlement à ça, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'entreprise ne respecte pas la législation.
Voilà. Le Code des transports prévoit pour les conducteurs des dispositions spécifiques en cas d'inaptitude. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que là encore, il faut rénover les dispositifs existants. Et dans le cadre des négociations que nous avançons dans la branche sur l'accord prévoyance, nous portons la création pour les conducteurs et aussi pour les gens qui relèvent de tâches essentielles de sécurité, d'un régime de protection qui prévoit deux choses. Un système où les gens ne perdent pas de rémunération, c'est-à-dire on leur garantisse leur rémunération parce qu'ils subissent le réclassement, ils n'ont pas besoin d'une double peine ou en plus ils subissent une perte de rémunération importante, et une obligation de reclassement, c'est-à-dire comment on engage des actions de formation pour que les gens puissent retrouver un emploi. Ça, c'est des sujets effectivement qu'on porte en ce moment, mais tu as complètement raison. L'inaptitude, c'est un sujet qui, de toute façon, préoccupe beaucoup les agents, ce qui est normal, et devient effectivement extrêmement central. Merci Pascal, merci Charlène. Merci. Eh ben, merci à vous deux.